Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir. À combien s'élève la population congolaise? 70 millions ou 80 millions d'habitants? Personne ne le sait exactement. Seul un recensement scientifique de la population pourrait fixer les esprits. C'est ce que voudrait justement le Sénat congolais qui a invité ce jeudi au débat le ministre de l'Intérieur et celui du Plan. En plus de ces statistiques, il a été longuement question de la carte nationale d'identité. Et les réfugiés rwandais sur le sol congolais, un sujet toujours débattu par les pays concernés. Le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguez-Mans, a présenté à la presse nationale les préalables de la RD Congo en rapport avec cet épineux dossier. Et ces chiffres alarmants à propos du paludisme, 81 000 enfants meurent de cette maladie chaque année dans notre pays. Le ministre de la Santé appelle à la mobilisation tous azimuts et des actions de sensibilisation fortes ont été annoncées ce jeudi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme. Merci à vous tous de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Nous allons au Sénat pour commencer l'identification des citoyens au centre des débats. Ce matin, deux ministres, celui de l'Intérieur et celui du Plan, ont été invités à s'expliquer sur le dossier. Les élus des élus souhaitent que le pays soit doté d'un état civil fiable et qu'un recensement de toute la population y soit organisé. Compte rendu. Le sénateur a voulu par cette initiative en avoir le cœur net sur l'absence dans le pays depuis plusieurs années de la carte d'identité pour citoyens congolais, tandis que la seconde question adressée au ministre du Plan était en rapport avec la non-organisation en République démocratique du Congo du recensement scientifique depuis 1984. Le sénateur Ramazani estime que l'absence de ces cartes d'identité serait un indice à ses yeux du manque d'intérêt pour une bonne gouvernance. Il a invité le gouvernement à mettre rapidement un terme à ce paradoxe qui oblige les citoyens congolais à utiliser leur carte d'électeur en lieu et place de carte d'identité. Au ministre du Plan, Ramazani Baya s'est étonné que depuis le dernier recensement scientifique qui remonte à 1984, il a estimé que l'absence de recensement crédible entraîne de graves dysfonctionnements dans la vie des institutions du pays et en particulier dans ses prévisions statistiques. D'après le ministre de l'Intérieur, la préoccupation du sénateur Ramazani est également celle du gouvernement et de toute la population congolaise en ce qui concerne l'obtention de la carte d'identité. Mouyej Manguez-Mans a souligné qu'une somme de 30 milliards de francs congolais est prévue au budget 2013 en vue du recensement général de la population. Quant au ministre Vunabondi, il a expliqué les différentes étapes conduisant au recensement proprement dit, tout en définissant le sens d'un recensement. Selon lui, après la phase préliminaire qui a débuté cette année, on passera à la phase préparatoire prévue l'année prochaine et le recensement général débutera en 2014 au mois d'août pour se terminer en 2015. Le retard porté dans l'organisation du recensement, selon le ministre, est dû à plusieurs obstacles, notamment le déplacement des populations à cause des conflits armés. Les questions liées aux réfugiés maintenant, plus précisément les réfugiés rwandais, il en a été question à Pretoria en Afrique du Sud. Le ministre de l'Intérieur a pris part à cette rencontre. De retour à Kinshasa, Mouyej Manguez-Mans a présenté ce jeudi à la presse nationale les préalables de la RDC pour espérer une issue favorable à cette situation. On l'écoute au micro d'Oscar Bakandoa. Notre pays a signé avec le Rwanda et le HCR le 17 février 2010 à Goma, un accord tripartite. Et le 30 juillet 2010, dans la même ville, des modalités pratiques de rapatriement. À ce stade, la République démocratique du Congo propose la réalisation des préalables suivants pour espérer une issue durable à cette problématique. L'organisation en urgence d'une réunion tripartite RDC, Rwanda, HCR, en vue de l'évaluation et de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé à Kigali le 17 février 2010 et ses modalités pratiques conclues le 30 juillet 2010 à Goma. La réalisation avec l'appui de la communauté internationale de l'enregistrement de tous les réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo dans les zones accessibles et d'accès difficile.
l'invocation et l'acceptation de la clause de cessation après la mise en œuvre de l'accord tripartite et de ses modalités pratiques, en vue de permettre à tous les réfugiés rwandais ayant opté pour les rapatriements de rentrer dans la sécurité et la dignité dans leur pays d'origine. En conclusion, la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la logique du respect des règles internationales. Notre pays, qui a les gros des effectifs des réfugiés rwandais, a le même droit que les autres pays d'asile. On va quitter momentanément la capitale pour l'intérieur du pays. Le gouverneur de la province orientale, Jean Bambanissa, ordonne la levée de toutes les barrières érigées sur les routes de l'Ituri et du Haut-Ouélé, des barrières qui troublent la quiétude des populations meurtries par plusieurs années de conflits. Jean Bambanissa a pris cette décision au terme d'une tournée effectuée la semaine dernière dans cette partie de la province orientale. Monil Febosso. Pas du tout facile de circuler sur les routes de l'Ituri et du Haut-Ouélé. De nombreuses barrières érigées dans certains villages empêchent la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est le cas au poste de Goulou sur la route Arumaagi. Tout véhicule, moto ou piéton doit obligatoirement payer une taxe sans nom. Barrière où est la sécurité. Comme taxe ici, nous recevons ces 4000 shillings ougandaises. Le même constat est fait au niveau du village Simbi, à quelques kilomètres du groupement Rona. Ici, deux jeunes gens prétendant travailler pour le compte du ministère des Transports et Voies de Communication obligent à tout engin roulant le paiement d'une taxe en monnaie étrangère. Jean Bambanissa Saïdi dénonce ces comportements et exige la levée immédiate de toutes ces barrières à la grande satisfaction des usagers. Tracasserie et si là. Et si là, là-bas aéroport, et si là, là-bas Nzela, et si là, là-bas port, et si là, ici Kanyoso. Ces tracasseries troublent la quiétude de populations meurtries par plusieurs années de guerre et de rébellions. L'argent perçu va malheureusement dans les poches des individus au détriment du trésor public. C'est depuis le 15 de ce mois que les fonctionnaires ont commencé à percevoir à la banque leur salaire, mais l'opération traîne dans certaines banques où il faut faire la queue et pendant des heures avant d'être servi. C'est le cas de la BG Fibank, envahie par les agents du ministère de la Santé. Le vice-premier ministre et ministre du Budget s'est rendu sur les lieux et du coup, 1500 agents ont été réorientés vers une autre agence, à Gombe précisément. Jemima Mogo. L'opération de bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État entre enfin dans sa phase décisive. Ce matin déjà, le ministre du Budget s'est rendu personnellement à la BG Fibank à Kitambo pour voir de ses propres yeux le calvaire que vivent les agents de l'État qui sont affectés pour toucher leur salaire. Cette agence qui n'avait que 2 guichets pour 5000 agents et fonctionnaires de l'État s'est enfin désengorgée. Les 1500 agents sont envoyés dans l'agence de la Gombe. Tous les fonctionnaires du ministère de la Santé devraient, grâce à l'intervention du ministre lui-même, accéder rapidement à leur salaire. Ils sont pour la plupart payés par les budgets annexes. Je crois que la visite a permis de vérifier que le système marche. Et nous allons maintenant, nous, gouvernement, avec l'Association congolaise des banques, mais aussi les sociétés de télécommunications, faire tous les efforts nécessaires pour que ce système fonctionne de la manière la plus efficace possible. Le plus important pour les fonctionnaires, c'est de comprendre que ce n'est pas Tigo qui les paye. Ils sont payés par l'État par voie bancaire. Ça signifie que derrière Tigo ou derrière Airtel ou derrière tout autre opérateur téléphonique, il y a une banque. Il y a une banque. Le fonctionnaire qui est payé à travers un opérateur téléphonique a donc un compte dans une banque. Le ministre du Budget assure les fonctionnaires de régler efficacement tout le problème dans un cours de lait. Avec la collaboration de l'Association congolaise des banques et les sociétés de téléphonie cellulaire, cette opération s'améliore au fil des temps et rassure davantage les bénéficiaires.
On reste dans le domaine du budget. Entre l'exécutif et l'autorité budgétaire, des harmonisations s'imposent dans l'exécution de la loi des finances 2013. Le gouvernement s'attelle à expliquer aux sous-gestionnaires des crédits les stratégies de bonne exécution du budget. C'est pour combattre ce qu'on appelle les crédits orphelins. Commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Pour le journal Le Potentiel, la procédure de déblocage budgétaire mise en place par l'exécutif national lui vaut des boulets rouges de la part d'autres institutions et services publics. Le gouvernement exécute de manière cavalière le budget 2013. Cette préoccupation a fait l'objet d'une question écrite du député UNC André Claudel Loubaya adressée au Premier ministre. Coïncidence de calendrier. Quelques jours seulement après la publication du contenu de cette question écrite dans la presse, le vice-premier ministre en charge du budget a lancé les travaux de vulgarisation de la loi des finances 2013 et de la circulaire contenant des instructions relatives à son exécution. La cible retenue est constituée des sous-gestionnaires de crédit et des conseillers financiers de cabinet des institutions de la République. Un accent particulier est mis sur la présentation analytique de dépenses et recommandations de la loi des finances 2013 et surtout le circuit standard d'exécution de la dépense publique. Ces deux instruments, à en croire le gouvernement, participent du devoir de transparence qu'impose la gestion des finances de l'État. La situation sur le terrain est caractérisée par l'exigence faite au gouvernement de libérer les lignes budgétaires sans se soucier de leur pertinence. Les justificatifs ne sont pas souvent l'effort de destinataires de certaines lignes budgétaires. Nombre de gestionnaires, sous-gestionnaires de crédit et autres conseillers de cabinet évitent de s'encombrer des procédures dans la gestion des finances publiques. Ils tombent sous le coup de l'absence de pertinence de la dépense engagée. Le potentiel note que sous d'autres cieux, ce rappel n'aurait pas eu sa raison d'être. Les agitations n'auraient pas donné lieu à de chassés-croisés entre membres du gouvernement ou entre l'exécutif et les autres institutions de la République. Tous ceux qui ont la responsabilité de gérer l'argent du trésor public sont invités à prendre conscience et surtout qu'ils peuvent faire du budget de la République un véritable outil de la démocratie et de la justice sociale à travers la redistribution équitable du revenu national à toutes les couches de la population. Vu sous cet angle, le gouvernement Matata jette là les bases d'une gestion responsable et participative des finances de l'État, ce qui a pour conséquence le déploiement des audits afin de certifier la bonne utilisation des affectations faites aux institutions étatiques. L'espoir des observateurs serait que désormais, la reddition des comptes et leur certification par la Cour des comptes deviennent des réalités. On va à présent parler de la fibre optique qui permet la transmission des données à haut débit. Selon l'ingénieur Tomanoa Luneku, la fibre optique fait l'économie du savoir et participe à la création de richesses. Reportage Anita Luamboa, Mara Mafala, Len Badjoko et Cédric Idimbu. Tout semble prêt pour que la République démocratique du Congo se connecte au câble sous-marin du consortium WAC. Dans les rues de Kinshasa, ils ne sont pas nombreux ceux qui en savent quelque chose. Et pourtant, la transmission des informations à haut débit devrait permettre au pays de bénéficier des avantages liés à cette technologie. L'ingénieur Tomonoa Luneke explique le sens même de ce concept. Donc, ce sont des supports de transmission qui sont utilisés en télécommunication qui permettent en fait le transport des informations à court comme à longue à courte distance ou bien à longue distance. Alors, la fibre optique, c'est un support de transmission qui transmet les informations moyennant la lumière, c'est-à-dire c'est la lumière qui est à la base du transport des informations. Une fois connecté, le pays bénéficiera de plusieurs avantages, dont la création d'entreprises et l'accès à la culture multimédia. Toute la population congolaise aura accès à la culture, c'est-à-dire au contenu multimédia. Et on pourra aussi, ça pourra aussi faciliter par exemple ce que nous appelons des travaux à distance, c'est-à-dire nous pouvons par exemple faire la télémédecine, la téléenseignement, tout ça. Donc c'est parmi l'apport de la fibre optique dans notre pays.
La République démocratique du Congo prend une bonne option, estiment les spécialistes du domaine. Plusieurs dates ont été avancées par le début de cette révolution technologique. Reste à savoir si cette fois sera la bonne. Et nous ouvrons ce grand dossier sur le paludisme. Le monde entier se mobilise pour lutter contre cette maladie qui fait des ravages et des dégâts en Afrique subsaharienne. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Le ministre de la fonction publique, qui fait l'intérim du ministre de la Santé, appelle à une forte mobilisation pour lutter contre cette maladie. Jean-Claude Kibala a annoncé le thème de la campagne: maintenir les progrès, sauver des vies, investir dans la lutte contre le paludisme. Je vous invite à suivre un extrait de son message au micro de Rosa Wazi. L'axe prioritaire de l'action gouvernementale, notamment l'appui aux activités du programme national de lutte contre le paludisme. C'est dans cette perspective que le gouvernement compte poursuivre, avec l'appui des partenaires de l'initiative Faire reculer le paludisme, la distribution au cours de cette année 2013 de plus de 11 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, en sigle MILD. Ces moustiquaires vont s'ajouter aux 17 millions distribués en 2012 ainsi qu'aux 10 millions distribués en 2011. Que faire donc pour pérenniser la lutte et investir durablement dans l'avenir? Il suffit d'observer strictement certaines mesures préventives recommandées. Le paludisme peut donc être vaincu. Il suffit de prendre la décision et l'engagement de le vaincre. C'est sur cette note d'espoir que je vous invite tous à vous serrer les coudes pour contribuer à l'élimination de la malaria en République démocratique du Congo. Le paludisme, vous le savez peut-être, est la première cause de mortalité dans le pays, loin devant le sida. Il faut donc organiser des campagnes de sensibilisation et de prévention. Le gouvernement congolais, l'UNICEF, le programme national de lutte contre le paludisme se met en ordre de bataille contre cette maladie. Ils l'ont annoncé ce jeudi au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Rosa Wazi, Ruth Meta, bienvenue Kassa. La République démocratique du Congo se place en deuxième position parmi les pays d'Afrique le plus touchés par le paludisme. Cette maladie peut être vaincue avec l'implication de toute la communauté, reconnaît les représentants résidents de l'OMS en RDC. La célébration de cette journée est un moyen pour le gouvernement d'informer la population sur les actions qu'il envisage de mener pour lutter contre cette endémie qui est l'une des causes des mortalités en RDC. Les enfants sont les personnes les plus touchées par cette maladie. Voilà qui amène l'UNICEF et les SONAFI à soutenir la sensibilisation au niveau des écoles à travers le projet Écoler contre le paludisme. L'école est le milieu idéal pour l'apprentissage des enfants en dehors de la famille. Ces sketchs illustrent bien l'assimilation par les élèves des actions à mener pour lutter contre la malaria. Cette année, les écoliers de la République démocratique du Congo ont dit oui, nous allons nous associer nous aussi dans la lutte contre le paludisme parce que l'avenir nous appartient. Le ministre de la Santé publique, représenté ici par son collègue de la fonction publique, exhorte les partenaires au développement et les populations à une forte implication pour l'éradication de cette maladie dans notre pays. Un appel lancé à toutes les parties prenantes à la lutte contre la malaria d'accroître leur contribution pour consolider les interventions de lutte contre le paludisme, pour la simple raison que le meilleur investissement pour le futur passe nécessairement par la victoire sur la malaria. La malaria est évitable et curable. Il suffit de promouvoir le pratique essentiel, à savoir dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides, respecter les traitements et les mesures préventives pour lutter contre le paludisme. Les statistiques maintenant à propos du paludisme. Chaque année, 81 000 enfants meurent de cette maladie dans notre pays. Selon une étude réalisée par le magazine The Lancet en 2010, c'est énorme en effet, mais est-ce que les Kinois maîtrisent toutes les méthodes de lutte et de prévention contre le paludisme? En tout cas, pas toujours avec exactitude. Suivez plutôt. Le paludisme est une maladie qui est causée par le germe Plasmodium, transmis d'une personne à l'autre par des piqûres de moustiques, anophèles infectés, appelés vecteurs du paludisme.
Ces moustiques piquent principalement entre le crépuscule et le petit matin. Les symptômes apparaissent au bout de 7, 10 à 15 jours. Au sein de la population, les avis restent partagés sur les précautions qu'il faut prendre pour lutter contre cette maladie qui malheureusement est à la base de beaucoup de décès dans notre pays. Dans notre pays, nous vivons vraiment beaucoup de cas de décès sur ces problèmes-là de paludisme et surtout ceux que la saleté c'est partout. C'est partout. C'est ça qui provoque vraiment le paludisme. Que chez moi, en tant qu'individu, je peux prendre toutes les mesures qui s'imposent. L'assainissement de mon environnement, ma maison, ma parcelle. Je prends des mesures qui conviennent pour assainir cet environnement-là. Je vais conseiller à tout le peuple congolais d'utiliser les moustiquaires imprégnés. Et deuxièmement aussi, nous avons aussi les insecticides qui nous permettent aussi à tuer ces parasites. Et troisièmement, au cas où vous avez déjà remarqué que le virus du palu est déjà dans votre corps, dirigez-vous chez les médecins. Il faut d'abord que l'environnement soit sain. Là où vous habitez, dans votre parcelle, dans votre quartier, il faut vider de la saleté. L'RDC, qui est le deuxième pays le plus touché par le paludisme en Afrique, selon l'OMS, elle utilise principalement 2 stratégies de lutte contre cette maladie. Il s'agit de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et le traitement préventif. À ces 2 précautions s'ajoute l'assainissement du milieu de vie. L'Afrique, selon plusieurs études, est le continent le plus touché par le paludisme ou la malaria. Les problèmes d'assainissement, l'insalubrité sont parmi les facteurs favorisants. Et pour ceux d'entre vous qui maîtrisent mal les contours de l'institution de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, vous avez ici l'occasion d'en savoir davantage à travers ce commentaire rendu par Jemima Mogo. Profitez-en. Chaque 25 avril, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé célèbrent la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Celle-ci tourne autour de la sensibilisation en vue de présenter aux populations cibles quels sont les dangers de cette maladie en Afrique. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée chaque année le 25 avril. Le thème adopté pour 2013 est « Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme ». Cette journée a été instituée par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé lors de l'Assemblée mondiale de la santé 2007. Cette journée, organisée par l'OMS, a pour but de faire prendre conscience de l'effort nécessaire au niveau mondial pour lutter efficacement contre le paludisme. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise par des moustiques. Le parasite est transmis d'une personne à une autre par des piqûres d'un moustique, l'anophèle femelle qui a besoin de sang pour nourrir ses œufs. D'une manière générale, le paludisme est l'une des premières causes de mortalité infantile en Afrique. Cette maladie se manifeste le plus souvent par une forte fièvre, des frissons, des maux de tête et des douleurs musculaires. Le parasite du paludisme passe du moustique au sang de l'homme lors de la piqûre. Le parasite se rend dans le foie et y reste environ 2 semaines pour le type de paludisme le plus dangereux. Pour prévenir cette maladie, il faut utiliser les moustiquaires, des produits anti-moustiques et assainir son environnement. En effet, il n'existe pas encore de vaccin efficace contre le paludisme. Cette maladie est potentiellement dangereuse et peut même entraîner la mort. Dans des cas les plus sévères, la mort peut survenir dans les 12 heures qui suivent les premiers symptômes. On change de sujet. Le calme est revenu à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, cela après l'arrêt de la Cour suprême de justice qui reconnaît Gontran Ibambe comme le président de cet organe délibérant. Les élus provinciaux saluent cet arrêt de la Haute Cour judiciaire de la RDC qui vient ainsi mettre un terme à la cacophonie et qui a eu lieu domicile au sein de l'Assemblée provinciale. Écoutez plutôt la réaction du député provincial Jean-Bertin Dazoumouna, joint au téléphone par Mara Mafala. Nous sommes satisfaits puisque c'est la réaction qu'on attendait. C'est le résultat qu'on attendait de cet arrêt, puisqu'on savait que le bureau Ibambe était un bureau légitime. Et le genre de mauvaise foi peut vraiment compliquer la situation. Mais heureusement, la justice a fait son travail et il a rendu un arrêt vraiment qui a répondu aux attentes de la population, quoi. Donc moi je réagis de cette manière-là. À ce stade du journal, nous allons faire appel à la présentatrice de la revue de presse. C'est une femme, vous l'avez compris, elle répond au nom de Marie-Jeanne Bibomba. Revue de presse.
La loi des finances 2013, le sujet a focalisé l'attention des tabloïds parus ce jeudi 25 avril à Kinshasa. Le Phare consacre sa manchette à la loi des finances 2013. J'en appelle à la discipline, à l'intégrité et à l'abnégation de tout un chacun, soulignent les confrères qui citent le Premier ministre et ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, qui s'est rappelé encore qu'en date du 1er février de cette année, le président de la République avait promulgué la loi des finances. Pour le commun de mortels, la République démocratique du Congo allait fonctionner cette année sans budget, note le Phare. Mais c'était sans compter avec Mukoko Samba qui a surpris l'opinion en présidant mercredi 24 avril au cercle Roméo Golf de la Gombe la cérémonie officielle de présentation de la loi des finances pour l'exercice 2013 et des instructions relatives à son exécution. À cette occasion, Daniel Mukoko Samba a lancé un appel aux agents de l'État pour cesser à considérer que le propre de l'argent public c'était d'être dépensé sans compter. Cette période est révolue. À propos des finances publiques, le potentiel relève qu'accusé d'exécution cavalière du budget 2013, le gouvernement réplique. Ce quotidien rapporte contre l'exécutif et l'autorité budgétaire. Des harmonisations s'imposent dans l'exécution de la loi des finances 2013. Pour plus d'efficience, le gouvernement s'attelle à s'expliquer aux sous-gestionnaires de crédit et aux conseillers des finances des cabinets des stratégies de bonne exécution du budget en cours, indique le confrère. En réalité, l'incapacité d'absorption tant décriée par les partenaires internationaux plombe la bonne exécution de la loi des finances 2013, souligne-t-il en donnant pour preuve l'existence de crédits orphelins. Le quotidien signale que Daniel Mukoko Samba vient de prendre à bras le corps l'épineuse question de la révolution de la moralité. Notre État a besoin d'une révolution intellectuelle, celle de la certification qui oblige à la transparence et à la sincérité des comptes et celle de l'évaluation qui oblige chacun de nous à se soucier de ses conséquences de ce qu'il entreprend, a déclaré les vice-premiers ministres et ministres du budget. Et d'ajouter, c'est peut-être le moment de faire revenir en chacun de nous la peur de l'audit, la peur de l'auditeur. L'avenir s'intéresse à la question écrite au Premier ministre. La gaffe de Lubaya titre en manchette ce journal. En adressant une question écrite au Premier ministre, le député André Claudel Lubaya n'a fait que le copier-coller de la motion de défiance de son collègue Mayo, tous deux de l'Union pour la nation congolaise, fait remarquer le journal de Pius Mwabilou. Pour le confrère, cet acharnement contre le Premier ministre est une preuve qu'il y a un problème de moralité et de discipline parlementaire dans les chefs de certains députés. Les bureaux de la Chambre basse est donc interpellé, estime le confrère. Le règlement intérieur devra être appliqué dans toute sa rigueur, d'autant que cette race de députés nationaux risque d'abuser de la confiance du peuple et ternir l'image de l'Assemblée nationale. Enfin, le palmarès qui s'intéresse au dialogue national note que le préliminaire étant complètement épuisé, à ce jour, nul, même pas le cabinet présidentiel, n'a une idée précise sur le jour et l'heure de la convocation de ces assises. Oh, voilà tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Merci Marie-Jeanne Bibombard pour cette revue de presse et ce communiqué avant de nous séparer. Avis d'appel à manifestation d'intérêt. Objet, sélection d'entreprises d'exécution des travaux routiers pour la réhabilitation de la voirie urbaine en terre de la ville de Bunia. Source de financement, gouvernement provincial de la province orientale. Date de publication 22 avril 2013. Date de clôture 6 mai 2013. Le gouvernement provincial de la province orientale recrute sous le mode de l'urgence les entreprises de construction spécialisées dans l'exécution des travaux routiers pour la réhabilitation de la voirie urbaine en terre de la ville de Bunia, chef-lieu du district de l'Ituri, pour un total de 15,170 km. Les 10 travaux sont exécutés en un seul lot et décrits comme ci-après. Avenue Chari, quartier Bakoko et Lumumba, 0,990 mètres. Avenue de l'Équateur, avenue du Gouverneur, quartier Lumumba,
0,569 mètres. Avenue Kassavubu, quartier Lumumba, 0,570 mètres. Avenue Matete, quartier Sukisa, Salongo et Rwambuzi, 2,291 mètres. Avenue de l'école primaire Sukisa, quartier Sukisa, 1180 mètres. Avenue Moulumbe, quartier Kindia et Lumumba, 2150 mètres. Avenue Loiem, quartier Lumumba, 2600 mètres. Avenue du Prince Limbambo, quartier Limbambo, 1970 mètres. Avenue Candip, quartier Mouzipela, 2850 mètres. Les entreprises sont appelées à réaliser les tâches suivantes: identifier les points chauds de la voirie urbaine, identifier les ouvrages de franchissement à réhabiliter, passage sous route d'Allo, évaluer les quantités des travaux de rechargement et de reprofilage à réaliser, présenter un planning d'exécution physique détaillé des travaux à réaliser, présenter une manifestation d'intérêt avec un devis estimatif et quantitatif pour l'exécution des travaux suivant les termes de référence du présent appel à manifestation d'intérêt. La manifestation d'intérêt de chaque entreprise doit comprendre un dossier d'entreprise reprenant les agréments requis conformément à la législation congolaise. La manifestation d'intérêt rédigée en français doit être déposée à l'adresse ci-dessus au plus tard le 6 mai 2013. Cabinet du ministre provincial de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, affaires foncières, infrastructures et travaux publics, sur l'avenue, premier étage, immeuble des travaux publics, avenue des Acacias, route Kabondo, commune de la Makiso à Kisangani. Les numéros de téléphone ont également été transmis: 0999 33 3 37 081 276 66 77. Voilà, le communiqué est signé Georges Weber Batoua Chengane, le ministre provincial de l'aménagement du territoire. Voilà, c'est par ce très long communiqué que nous mettons un terme à ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir et surtout, portez-vous bien.